Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse à la transformation des entreprises et ce, à l'ère du numérique. On est présentement à la première journée de stratégie PME. J'ai l'opportunité de m'asseoir avec monsieur Patrick Chouinard. Enchanté tout le monde. Salut Patrick, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Excellent, ben oui, numéro 1. Et j'ai l'opportunité d'avoir avec moi ma collègue Sarah Lemay, charade, qui travaille chez GLM depuis maintenant... Presque 2 ans. Wow, presque 2 ans. On dirait que c'était hier, Sarah. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Patrick, première journée de stratégie PME. As-tu fait le tour du salon? Ben oui, j'ai fait le tour du salon. Je trouvais ça super intéressant. Puis moi, j'étais venu il y a quelques années, la dernière fois, puis j'ai trouvé ça le fun de voir toute la transformation qu'il y a, puis toutes les demandes pour l'IA, ERP, puis tout ça. Là. C'est ça. Hein? Moi, j'ai rencontré là, vraiment plein de monde. C'est le fun. On est vraiment bien positionnés. Merci aux gens de stratégie PME. Puis tous les gens que je connais qui passent à l'entrée ou qui sortent du salon, c'est sûr qu'ils viennent nous voir. Fait que, on est bien positionnés pour ça. Puis sans joke, le 8 sur 10 que j'ai rencontré, ils venaient s'informer au niveau de l'IA. Ah oui. Qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise pour être plus productif? Beaucoup de processus, back-office, bureau, automatisation de courriel, name it. Les gens, c'est vraiment de ça qu'ils parlent présentement. Y a-t-il un kiosque que tu as particulièrement aimé à l'intérieur? En fait, je dois avouer que j'ai fait le tour tellement vite que non, je me suis pas t'es pas attardé. Là, je cherchais voir s'il y avait un shootout à donner à un kiosque qui t'avait impressionné, mais on ira refaire un tour ensemble après. Écoute, Patrick, première fois, je pense qu'on te reçoit sur la Chaise Bleue. En fait, ma deuxième. Ta deuxième? Ben oui. J'étais-tu là la première? Avec Ben ou? ou? Avec Ben. On avait fait ça avec Laro puis Ben. J'étais pas avec vous autres, c'est pour ça. Hein? Exact. OK, c'est pour ça que je me rappelle pas parce que j'étais pas là. En fait, vu que c'est la première fois avec moi quand même, j'aimerais ça peut-être, Patrick, que tu nous dises un peu, t'es un gars qui vient de où? Oh boy! T'es un gars, là, miner un petit peu le chemin rapidement qui t'a amené à, je pense, fonder Kéréon. Exact. Ben, en fait, t'es fondateur de l'entreprise ou c'est un de mes amis qui avait fondé Kéréon. OK. Mais c'est un ancien employé. Moi, ça fait 32 ans cette année que je suis en cybersécurité. En OK. fait, on n'appelait même pas ça cybersécurité quand j'ai commencé. Ça s'appelait comment? Ouais, ça, j'allais dire. Sécurité de l'information. OK. Tu sais, ça a changé OK. de nom 25 fois à peu près, là, un peu comme les produits de Microsoft. Mais en gros, c'est ça. Aujourd'hui, on appelle ça sécurité de l'information. Avant, là, cybersécurité. Avant, on appelait ça cybersécurité. Voyons, sécurité de l'information, je vais finir par le dire. Ça fait plus peur un peu, cybersécurité, quand t'entends le terme. Ça a l'air plus sérieux ou plus... moi, ça fait un petit peu plus peur, je trouve, quand on le voit de même. Ça fait un petit peu plus peur, puis je pense que les gens aujourd'hui font plus référence à ça que d'autres choses, mais en quelque part, c'est pas exactement la même chose non plus. Sécurité de l'information, c'est très large. Ça couvre autant la sécurité physique que comment on protège l'information en tant que telle. Cybersécurité, c'est beaucoup plus l'aspect autour d'Internet, l'accès C'est Internet. ça, mais ça sonne cyberattaque, ça fait peur. Ça fait, tu sais, tout le monde va associer cybersécurité à cyberattaque, puis cyberattaque, les gens ont peur de ça. Fait que c'est sûr que ça doit résonner beaucoup plus Je pense avec qu'il eux. faut en là. avoir peur. Ben parce oui, que absolument. C'est dangereux. C'est clair. Tu sais, le meilleur parallèle avec ce que tu viens de dire, là, c'est Ben, avec qui on travaille. Puis il m'a dit, moi, dans mon temps, là, parce qu'il a fait l'armée, Ben, puis des déploiements, puis il gérait les serveurs d'un déploiement en Bosnie, je pense qu'il était allé, qui me comptait. Puis il a dit, dans mon temps, la cybersécurité, là, c'était moi avec mon MP5 qui était assis devant le serveur. Là. C'était ça, la sécurité de l'informatique. Mais là, ça a drôlement évolué depuis, c'est certain. Puis toi, tu es venu quand tu as rejoint dans un de tes amis qui avait fondé Kéréon. En fait, qui est un ancien employé. Moi, j'avais une compagnie qui s'appelait DAX dans les années 90, que j'ai vendue en 2000. Puis un de nos employés, qui était, je pense, l'employé numéro 5, numéro 6, qui a fondé Kéréon en 2003, puis qui m'a embarqué là-dedans à la fin des années 2007-2008. OK. Puis finalement, j'ai racheté la compagnie de lui. Hey, fait que t'as vraiment eu la piqûre de la compagnie solide là, pour dire on rachète tout go. Puis vous faites quoi? Quelle est la valeur que vous apportez dans le marché chez Kéréon? C'est quoi la raison d'être de l'entreprise Kéréon? En fait, tu me poses une bonne question parce que ça a évolué avec le temps. Autant il y a quelques années, la valeur principale puis la raison d'être, c'était beaucoup au niveau de la formation puis du service conseil. Okay. Puis là, on se transforme beaucoup, surtout avec la transformation numérique, à mieux aider les compagnies à gérer leur sécurité de l'information, mais à emmener des philosophies différentes. Ce qu'on faisait, comme tu disais avec Ben tantôt, il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est moins potable. Il faut repenser autrement. L'IA, c'est un des trucs qui nous fait changer la façon de faire, entre autres. Puis justement, c'est une des questions que j'étais curieux parce qu'à chaque fois que je te revois, on reparle, c'est sûr, cybersécurité, c'est un monde qui évolue tellement vite. Puis comme plein de choses récemment avec l'IA,
qui a été un effet de levier sur plein de domaines. La programmation, les modèles d'affaires, les interfaces usagées, name it, il y a plein. Mais au niveau de la cybersécurité, ce que je me dis, c'est que les gens qui sont malicieux un peu utilisent l'IA présentement pour faire les cyberattaques. Comment est-ce que ton domaine a dû s'adapter à ça? Qu'est-ce qu'on fait de différent depuis, mettons, 2022, que la boîte de Pandore a été ouverte? Ouais. En fait, la plus grosse différence, c'est la façon dont on sensibilise les gens. OK. Parce que les employés, veut pas, on leur demande d'utiliser l'IA, mais on ne leur apprend pas comment l'utiliser de façon sécuritaire. Fait que je pense que la sensibilisation de ce côté-là, c'est important, mais aussi le fait qu'avec les deepfakes, les façons, si on veut, d'hameçonner les gens est complètement différent aujourd'hui de ce qu'on voyait il y a à peine 3, 4, 5 ans. OK. Fait que ça peut aller encore plus loin. Fait que présentement, ce que vous faites dans l'entreprise, c'est formation. Entre autres. Entre autres, formation. Service conseil. Oui. Puis la revente de 3 produits différents. En fait, on s'est spécialisé dans des produits au niveau du OT-IoT parce que dans les usines, aujourd'hui, on a beaucoup de technologies opérationnelles qui permettent de gérer, par exemple, les robots puis tout ça. Oui. Et il n'y a personne vraiment qui pense à la cybersécurité. Mais tu sais, si une usine se fait hacker, puis les robots tombent pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bien, il n'y a plus personne qui est capable de produire quoi que ce soit. Absolument. Puis, une technologie qu'on appelle Zero Trust aujourd'hui, sur laquelle on s'est spécialisé depuis 1 an. Pourquoi? Parce que Zero Trust, c'est une nouvelle approche au niveau de l'architecture d'entreprise où est-ce qu'on sépare vraiment les données des utilisateurs, puis on donne seulement accès aux bonnes données, aux bons utilisateurs au bon moment. OK. Puis, c'est une philosophie qui n'existait pas il y a à peine 7 ans de ça. Puis aujourd'hui, je dirais, c'est probablement la norme. Puis, d'après moi, d'ici 4 ou 5 ans, pas mal tout le monde va être là-dessus. Fait que Zero Trust, ne pas faire confiance à personne. Là. Tu donnes des bribes et c'est tout parce qu'on ne truste pas personne. C'est exactement la philosophie. OK. Puis ça a été amené justement par les gouvernements, entre autres, parce qu'avec l'avenue du cloud, que tout le monde a Ben oui. des informations partout, ben, on ne peut plus juste dire, hey, on va mettre en place un firewall, on va mettre en place un anti-malware, puis c'est fini. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu te dises, à toutes les fois que quelqu'un veut accéder à une donnée, est-ce que cette personne-là est la bonne personne? Est-ce qu'elle a vraiment un droit d'accès à ces données-là? Puis est-ce que je veux lui donner l'accès? Puis ça peut être une application dans le cloud, donc en mode SaaS, mais ça peut être une application locale sur son poste de travail aussi. Puis là, on est capable de protéger ça avec les architectures Zero Trust, exact. C'est quand même assez capoté. Tu sais, dans la philosophie des développements logiciels, il y avait 2 grandes tendances. Moi, j'étais plus de celle-ci, la première, qui était de dire, OK, je donne accès à tout, puis après ça, je restreins les droits d'accès. Exact. Puis ce que tu me dis, c'est comme si je crée un nouvel usager, il a accès à rien, puis là, je réfléchis pour lui donner certaines fonctionnalités, certains groupes d'accès tranquillement, pas vite, pour faire son travail. Là. C'est exactement ça, basé sur des rôles, entre autres. Donc, les ressources humaines jouent un rôle important là-dedans parce que si tu es engagé comme VP Finance, par exemple, mais à quoi tu devrais avoir accès en tant que VP Finance dans l'entreprise? OK. Puis Zero Trust, mettons, peu importe l'écosystème numérique du client, est-ce que ça s'applique? Tu sais, quelqu'un qui va utiliser Salesforce, un autre Genius, un autre va utiliser SharePoint, l'autre Google Drive. C'est des droits d'accès maintenant qui sont dans plein de stacks numériques différents. Fait que Zero Trust, ça permet quoi dans un écosystème applicatif d'entreprise? C'est une excellente question. En fait, ce que ça permet, c'est vraiment de séparer tout ça puis de dire, OK, SharePoint, c'est une chose, Oui. mais comment tu fais pour accéder à ton SharePoint? Par quel réseau tu passes? Puis aujourd'hui, on passe beaucoup par le VPN, entre Oui. autres, mais un VPN, c'est une porte d'entrée. Puis les attaquants aujourd'hui se servent beaucoup de cette porte d'entrée-là pour rentrer dans l'entreprise. Donc, avec le monde Zero Trust, ce que tu fais, c'est que c'est plus toi qui te connectes à l'application directement. L'application se connecte à un réseau Zero Trust et l'utilisateur se connecte au réseau Zero OK. Trust. Et là, au travers de ce réseau-là, tu décides s'il y a accès ou pas. OK. Fait que c'est comme un middleman un peu qui a une demande, puis qui a une offre à donner, puis qui retransige, puis qui gère la sécurité dans le milieu. Là. Exactement. Le but, c'est d'intercepter toutes les demandes, toutes les communications, puis de déterminer si c'est des demandes valides ou non. Puis ce tannant-là, il ne trosse pas personne. Fait qu'au début, on n'a pas d'accès, puis il faut les demander tranquillement, pas vite. Ouais. Ben, en fait, normalement, quand on déploie ça, au début, ce qu'il y a, c'est une période d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on ne bloque rien. OK. On fait juste regarder comment les gens travaillent, qu'est-ce qu'ils font. Puis ensuite, basé là-dessus, là, on commence à créer des politiques. Puis l'IA vient jouer un rôle intéressant là-dedans en créant des politiques automatiques. Puis ensuite, on restreint ces politiques-là le plus possible parce que veut pas, on ne peut pas juste dire demain matin, on bloque tout, puis il n'y a plus personne qui a accès à rien. Ça ne marcherait pas. Ah non, c'est certain.
es vraiment dans un domaine, là, Patrick, qui va continuer, je pense, à exploser. Je parlais avec un jeune récemment qui était étudiant en programmation, puis il se posait la question, « Hey, j'ai peur que ma job là, n'existe plus tard, puis je songe à aller en cybersécurité parce que ça, c'est un endroit que la matière grise va toujours être nécessaire, puis de plus en plus. » Fait que tu es vraiment dans un domaine qu'on parle de plus en plus. Il y a plein de choses qui ont été mises de côté avec l'IA, mais c'est comme si la cybersécurité a monté avec l'IA en importance parce que ton produit va être aussi bon qu'il est sécure dans le marché. C'est comme une limite à une valeur d'un produit. Là. Il est aussi bon qu'il est sécure. Fait que c'est hyper important. Tu as tout à fait raison. Puis, quand tu parles d'IA qui va remplacer les programmeurs, on a déjà une tendance à voir ça, le vibe coding, etc., puis être capable de développer une application en 3 minutes et demie. Chez nous, entre autres, j'ai des gens qui coucher dans le lit en regardant la télé puis en disant « J'aimerais ça que tu développes telle affaire, là, puis là, ça part tout seul. » Exact. Autant, il y a 5 ans de ça, tu voulais développer une nouvelle fonctionnalité, il fallait que tu t'assoies avec les architectes, les ingénieurs pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Analyse de besoins, analyse fonctionnelle, analyse de programmation, premier test. Hey, c'est pour vrai, ça n'en finissait plus. Là. Puis là, une fin de semaine, pouf, tu es capable de développer une fonctionnalité de base que oui, il va falloir que tu améliores. Puis je pense que les programmeurs ne disparaîtront pas demain matin. Non. Mais il va falloir quand même qu'on ait un ajustement. Mais on le voit dans tous les jobs aujourd'hui. La cybersécurité n'est pas à part de ça. Non, parce que vous devez quand même revoir comment vous faites les choses, jusqu'où vous allez. Vous devez être en constant apprentissage aussi pour justement suivre cette évolution-là qui évolue à une vitesse fulgurante. Fait que c'est dans tous les domaines, là, en fait, là, qu'il faut absolument s'ajuster. Parce qu'il y a des gens probablement en cybersécurité qui peuvent devenir désuets aussi s'ils prennent pas cette vague-là. C'est sûr. Également. Tout à fait. Puis, tu sais, autant les entreprises, par exemple, les grandes entreprises, on prend une banque, par exemple, une institution financière qui a peut-être un SOC, donc un Security Operations Center, il y avait peut-être 27 analystes à temps plein dans le SOC qui regardaient les écrans. Mais aujourd'hui, avec l'IA, tu es peut-être capable de réduire ça à 12 ou à 10, à 9. Donc, il en reste des gens pareils, mais tu es capable d'automatiser un paquet de tâches que tu ne pouvais pas faire avant. C'est sûr. L'humain, souvent, on est mauvais pour regarder avec nos yeux. La machine, souvent, elle est bien meilleure pour ça. Mettons, là, chez Patrick, mettons, on donne un nouveau chapeau à Sarah, parce qu'elle en a quand même beaucoup chez GLM. Un autre chapeau. Là. On fait un jeu, mais on en enlève un. Mettons, j'en reprends un. Je ne sais pas lequel. Puis, on la met en charge de la cybersécurité, mettons. Ouais. Tu m'as dit qu'une bonne partie de ton entreprise, c'est la formation, les règles de base à mettre en place. Qu'est-ce que tu ferais? Puis, tu sais, je pose la question parce que j'imagine tous les gens qui nous écoutent, qui ont une entreprise peut-être de 20, 30, 50, 60, 200 personnes. Ouais. Quel est le B.A.B.A.? C'est quoi les meilleures pratiques d'affaires à mettre en place au début au niveau de la cybersécurité? Qu'est-ce que je devrais demander à Sarah de faire dans le premier mois, mettons, si elle a cette responsabilité-là? Parce que si je donne la responsabilité et je ne donne pas les outils, ça va me revenir. Là, ça ne sera pas trop long avec Sarah. Je vais avoir une balle courbe puis ça ne marchera pas. Là. Je trouve que tu ne me fais pas de temps confiance. Là. Non, je te personnifie là, pour poser une question à Patrick. Mais Sarah, c'est une fille intelligente, puis je suis sûr qu'elle pourrait se débrouiller. Okay. Mais dans les bonnes pratiques, en général, là, si on veut être logique, la première chose à faire, c'est essayer d'évaluer les risques. C'est quoi les risques? Puis ça, je pense que c'est la plus grande erreur que toutes les compagnies font. Ils achètent des technologies sans comprendre pourquoi on achète ces technologies-là ou en imaginant que ça va régler les problèmes. Puis moi, je dis toujours, avant d'acheter une technologie, avant d'acheter un produit, bien, c'est quoi les risques? Qu'est-ce qu'on essaye de régler? Puis c'est la même chose en entreprise. Quand vous y pensez, là, pourquoi quelqu'un va acheter un ERP ou va aller avec un outil X ou un outil Y parce qu'il veut régler un problème chez lui? Mais ce problème-là, il y a une incidence quelque part. Mais c'est la même chose en cybersécurité. C'est quoi mes risques? Aujourd'hui, c'est sûr que tantôt, on parlait du hacking, des attaquants externes, bien, c'est un risque. Mais est-ce que c'est le seul risque? Bien, absolument pas. Il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver en entreprise. Puis si on n'est pas conscient de ce qui peut arriver, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Fait qu'une évaluation des risques, première chose qui devrait être livrable, idéalement, c'est de se faire accompagner par un spécialiste, quelqu'un qui a une compétence technique, j'imagine, là-dedans? Idéalement. Maintenant, il y a des solutions aussi qui existent pour aider à faire ça, de l'automatiser aussi. On parlait de l'IA tantôt. Oui, c'est sûr que j'irai poser des questions là, à Anthropic ou whatever pour lui dire qu'est-ce que je fais. Je suis en train de faire une gestion de risque, cybersécurité, quels sont les points à évaluer. C'est sûr que j'irai voir comme ça un peu. Là. Entre autres, mais il y a aussi des produits. Mastercard, entre autres, c'est niaiseux à dire. Mais Mastercard, c'est lancé en cybersécurité il y a 6 ans de ça. Puis, pourquoi? Parce que Mastercard, c'est pas une compagnie de carte de crédit. Tout le monde dit « Hey, Mastercard, c'est une compagnie de carte de crédit. » C'est pas vrai. Mastercard, c'est une compagnie de données. Ils font de l'argent avec des données.
Ils revendent Oh, ouais. les données, bien entendu, puis ils donnent le droit des marchands d'utiliser la portion Mastercard, le non Mastercard pour des cartes de crédit, mais c'est un des plus gros accumulateurs de données dans le monde. Puis eux, ils se sont dit, hey, tous nos millions de marchands qu'on a à travers le monde, il faut les aider à sécuriser tout ça. Puis ils ont acheté une compagnie il y a à peine 6 ou 8 mois de ça qui s'appelle CyberQuant, qui permet de quantifier les risques à l'interne puis d'automatiser tout ça basé sur l'IA. OK. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est la première fois que je trouve qu'une compagnie permet de donner un outil comme ça ou de vendre un outil comme ça qui va aider les entreprises justement à évaluer leurs risques. Colin, je viens d'apprendre de quoi. Honnêtement, c'est hyper intéressant. Fait qu'après sa gestion de risque, Sarah elle devrait mettre quoi? Mettons 2 autres affaires sur son to-do list dans le premier mois pour. Bien, en Parce fait, qu'elle aime ça, les to-do list, Sarah m'a te dit, il faut qu'elle mette des crochets. Là. Ça rend Sarah heureuse de mettre des crochets. Là. je pense que les gestionnaires de projet sont pas mal comme Ouais, ça. c'est exactement. Ouais. Ben écoute, ça va dépendre des risques parce que tout est basé OK. là-dessus. Mais techniquement, la première chose à faire, donc une fois qu'on a évalué les risques, c'est de dire, OK, quels sont mes 2, 3, 4 risques les plus probables pour mon entreprise, Oui. puis pour nous, et qu'est-ce qu'on fait pour les régler. Puis là, ça peut être de changer la façon dont le personnel fonctionne, ça peut être de mettre en place des outils comme, par exemple, du Two-Factor Authentication. Tout le monde a entendu parler de ça, du Oui. MFA, mais c'est pas tout le monde qui le fait, puis c'est pas tout le monde qui le fait de la Ça bonne devrait être façon. un no-brainer de mettre ça partout, hein, présentement, je pense. Bien, tu as raison, parce que quand tu regardes les assureurs, donc les assureurs vendent ce qu'on appelle des cyberassurances depuis Oui. plusieurs années. Puis aujourd'hui, ils ont 4, peut-être 5 grands requis. Donc, le MFA, sur toutes les applications qui sont du côté de cloud, principalement, c'est un requis. D'avoir des bons backups, c'est un requis. Puis ça, c'est quelque chose qui est beaucoup négligé aussi au niveau des entreprises. Oui. Des EDR, donc des Endpoint Detection and Response, c'est des outils anti-malware sur les postes de travail, mais aussi tout ce qui contient des données. Donc, ça peut être les appareils mobiles, etc. Puis ensuite, faire de la sensibilisation, c'est un point critique que tous les cyberassureurs demandent. Mais la plupart des compagnies, je dirais aujourd'hui, en font 2 ou 3 de ceux-là relativement bien. Fait que peut-être qu'il y en manque un dans la gang qui pourrait aider, mais Aider. c'est pas, OK. c'est pas toujours nécessairement la meilleure solution, dépendamment, encore une fois, c'est quoi nos risques. C'est quoi les risques? Fait qu'on part de ça. C'est un peu ça, notre plan de match, aller mitiger nos plus grands risques. Puis déjà là, on a fait un bon premier tour de roue. Hier, tu sais, je trouve ça le fun. Ben, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de t'avoir avec nous, Patrick. Là, tu sais, hier, on a vécu un événement. Tu sais, on a eu une gestion de risque, c'est pris hyper au sérieux chez GLM, la cybersécurité. On a un collègue de travail qui s'appelle Normand Nadon, entre autres, qui est excellent là-dedans, Absolument. très pointilleux. Puis des fois, moi, comme actionnaire de l'entreprise, ça vient un petit peu me déranger. Je suis quand même, il me semble que ça me ralentit une petite affaire, là, parce qu'elle me reconnectait avec mon... Là, on est rendu Three-Factor Authentication quasiment. Puis là, c'est le téléphone cellulaire, c'est le Authentificator de Windows qui embarque. Puis ça vient capoter. Mais là, j'ai compris, je pense, pourquoi hier. On a malheureusement eu un de nos collègues de travail qui a reçu un courriel frauduleux où est-ce que ça avait l'air comme un deepfake, ce que tu nous disais tantôt, Oui. là, tellement légitime, personnalisé, adapté à cet individu-là. Puis ça lui demandait de participer à un appel d'offres, puis par curieux, puis pour procéder. Puis ça venait de quelqu'un qui connaissait, tu sais, qui faisait du sens. Puis rapidement, dans le feu de l'action, en entreprise, il a décidé de cliquer sur le lien ou de le copier-coller à un autre endroit. Tu sais, est-ce que tu peux nous... Puis toi, tu l'as vécu un petit peu, Sarah, de l'extérieur. Peux-tu nous dire ce que ça a fait comme en bas de combat chez GLM hier, Sarah? Ben, un peu comme tu disais, là, ça n'arrive jamais au bon moment, là, évidemment. Mais c'est ça, Normand qui est la personne qui aurait dû comme, prendre ça en charge. Ben, il l'a pris en charge, mais il a délégué une partie du problème, en fait, à notre partenaire externe là, qui a vraiment pris en charge la situation, mais qui ont en fait déconnecté notre collègue de tout. Ils ont vraiment... Ouais, puis tout dans son ordinateur, ils ont tout fait. Mais pendant, mettons, 1 heure, notre collègue était complètement gelé, il n'avait pas accès à rien, il avait Non. pas... Puis ben, ça l'a mobilisé aussi beaucoup de gens à l'interne. C'est une perte de temps, d'effort, Une d'argent. partie de l'entreprise qui a arrêté de fonctionner Exact. hier. Puis après là. ça, c'est inquiétant parce que ben, quel client que ça l'a impacté? Est-ce qu'eux ont cliqué dessus? Est-ce qu'eux se retrouvent dans cette situation-là? Puis est-ce qu'eux ont les mêmes ressources que nous pour se revirer sur un scène aussi rapidement pour régler le problème? Peut-être pas, tu sais. Fait que après ça, c'est l'effet aussi que ça a sur les clients en qui... En fait, ils ont confiance en nous, puis ils nous accordent cette confiance-là qu'on ne veut pas non plus Alors, c'est aller brimé. après. Là. Fait que c'est énorme là, l'effet boule de neige que ça crée là,
peut-être juste pas avoir justement cet éton factor ou X, Y, Z qui est arrivé. Là, Ah non, c'est mais complète. Puis c'est 700 personnes qui ont reçu le courriel. Puis tu es une des personnes qui a reçu ce courriel-là, justement, Exactement. Patrick. Exact. Puis de ton point de vue d'expert de cybersécurité, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu le réflexe que toi, tu as eu, puis qu'est-ce qu'une entreprise devrait faire quand ça y arrive, ce genre de situation-là. Puis peut-être que Kéréon, tu pourrais être un bon partenaire avec qui travailler en prévention puis en correction de ce genre de situation-là. Oui, bien, c'est sûr qu'on pourrait travailler avec les gens de plus en plus pour aider à prévenir tout ça, mais en gros, tu as raison. Là, Ça arrive là, on est pogné avec ça. Qu'est-ce qu'on fait, là? Exact. Donc, j'étais, oui, un de ceux qui a reçu le courriel qui venait de votre collègue. Puis, moi, mon premier réflexe, ça a été de dire, wow, attends une minute, c'est quoi ce email-là? C'est pas quelque chose d'habituel, même si je connais votre collègue depuis plusieurs années, puis je lui fais confiance aussi. De recevoir ce genre d'email-là, il y avait quelque chose qui clochait, du moins dans ma tête. Fait que déjà, en partant, s'il y a quelque chose qui cloche, idéalement, ne pas l'ouvrir ou va faire le moins de gestes possible. Ce que j'ai eu le réflexe de faire, c'est donc prendre l'URL qui était dans l'email, qui n'était pas vraiment une URL, soit dit en passant, parce qu'on ne pouvait Oui, pas c'est juste ça, tu cliquer ne peux dessus. pas cliquer dessus. Fait Ah, que tu pour peux vrai? pas aller mettre ton curseur pour voir quelle URL que ça donnait. OK, premier Fallait que indice. tu- ouais. Premier indice dans Déjà la là, tête. ça demandait de comme le prendre, de le copier-coller. Exact. Mais, puis tu sais, il y avait un numéro d'appel d'offres que moi, quand j'ai vu le cours, parce qu'à la base, je l'avais reçu avant, puis j'ai copié le code du projet, mettons, Ouais. dans le SEAO. Puis OK. je trouvais rien. Puis j'étais comme, Oh, ça, c'est c'est fort. bizarre, ça, parce que le projet, c'est comme s'il n'existait pas. Puis là, j'avais demandé à mon collègue, peux-tu contacter cette personne-là, voir si c'est vraiment un vrai courriel? Parce qu'il Je y a m'en quelque chose rappelle, de tu m'as bizarre. copié là-dessus. Ben, c'est ça. Bon flag, Mais bravo. ça nous a quand même pas protégé à tout parce que finalement, Il y a ça un de a nos déboulé collègues que on l'a fait quand même échapper, mais Puis, c'est d'être questionné. Là, C'est tu sais, là le danger, c'est que même si on se questionne, il s'agit juste de faire une erreur. Donc, par exemple, de prendre ce lien-là, de le copier, comme les instructions le disaient dans l'email, Ouais, dire hey, c'est copiez-le dans terminé, là. votre browser pour aller voir l'appel d'offres. Puis, techniquement, l'URL qui était là, qui était un URL valide, là, menait pas sur une plateforme qui est Non, c'est néfaste sûr que tout de suite non. en partant. Ah, C'est qu'il y avait une série de redirections qui étaient à partir de là, qui, OK. cette redirection-là, vous envoyait sur à peu près 12 sites différents. Oh boy. ah Puis ouais. un de ces sites-là OK. est infecté d'un malware. Puis ce malware-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vient infecter votre browser. Donc, ça n'a pas d'importance que vous soyez sur Apple, que vous soyez sur Windows, que vous soyez sur Linux. Le fait que vous utilisez un browser, ça Comme va détecter Chrome, votre par browser, exemple, comme Chrome, Qui a 80 du marché, là. Fait que, mettons, là, ou c'est- Edge, Ouais. ou Firefox, Ouais, ou ouais, ce que vous peu voulez. importe, ouais. Ça va détecter votre browser et ça va venir installer quelque chose, un plugin dans ce browser-là à votre insu. Et ce que le plugin fait, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'URL puis je l'ai envoyé sur des sites d'analyse de malware pour voir s'il revenait avec quelque chose. Ils n'ont pas pogné le bon gars, là. Non, non, mais techniquement, c'est le réflexe qu'on demande aux utilisateurs d'avoir, mais la plupart des utilisateurs ne connaissent pas ces sites-là. Non, Fait qu'on ne c'est peut ça, pas leur exact. demander de le faire, mais au moins d'appeler leur service TI pour le faire analyser, ça devrait être un bon réflexe. Puis en le faisant analyser, bien, c'est revenu au bout de 5 minutes d'analyse en disant il y a un malware attaché à ça qui fait un plugin dans le browser. Et le plugin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voler tous les mots de passe sauvegardés dans votre browser. Donc, si vous avez des mots de passe, que ce soit pour votre compte Facebook, pour votre compte Twitter, Non, non, non. n'importe quoi, Votre compte de banque, le Oui, compte de c'est banque. ça peut aller loin. là. tabarouette, à l'ARC. Exact. Tu sais, les gens qui Oui. cliquent oui, enregistrer mes mots de passe dans le browser sans se Exact. poser de questions, des fois, là, il y a certaines places à bien y penser. Hein? Exact. Puis ce genre de malware-là, c'est instantané. Hein. C'est pas, ça prend pas 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Vous avez C'est cliqué dessus, vous l'avez mis dans votre browser, le plugin est installé, puis au bout de 3 secondes et quart, tous vos mots de passe, tout ce qui est dans votre browser a été envoyé aux attaquants. Fait qu'eux, après ça, ils vont s'en servir pour soit attaquer d'autres personnes ou voler vos informations, comme tu viens de le dire. Wow. Puis dans ce temps-là, rapidement, tu sais, ce qu'il y aurait eu à faire ou ce qui a été fait avec notre fournisseur externe, mais ce que tu aurais fait comme intervention, est-ce que ça aurait été de recréer un profil, s'assurer que l'individu change tous ses mots de passe, puis là, c'est quand même compliqué. Des mots de passe, on peut en avoir 60 ou 100 mots de passe dans la vie, des Exact. fois. Là, il y en a partout. Là. Tu sais, autant j'étais allé à Toronto, puis là, j'ai un compte pour la 407 pour payer mes tickets. Fait que j'ai un compte là, j'ai un Ah, mot de t'as passe payé un pour ça. ticket? Non, c'est l'autoroute payante, Ok. parce qu'on a pogné... Non. Je suis quand même me conduisais. C'est toi qui chauffais, ouais, c'est vrai, ça. Moi, je travaillais. Je faisais mon test Atman pendant ce temps-là, moi. Puis, est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont à prendre quand ça arrive? Tu sais, une firme comme la vôtre va recréer les profils, s'assurer que les mots de passe sont changés, puis va redonner de la formation par la suite, puis communiquer pour réduire le risque Ben oui, que tout ça à fait. arrive. Puis entre autres, j'ai fait ça, moi, sur mon propre ordinateur. Donc, j'ai même pas pris de chance parce que j'ai copié, pasté l'URL
dans les engins de recherche, si on veut, pour pour vrai? faire la validation. OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinstallé, en fait, j'ai reformaté mon ordi au complet, j'ai réinstallé, puis j'en ai profité juste avant pour me déconnecter de toutes mes sessions qui étaient sur, par exemple, mon browser à ce moment-là. OK. Par exemple, moi, j'ai un compte Gmail, donc j'étais connecté sur Gmail. Mais Gmail, pour rester connecté, il vous donne ce qu'on appelle des cookies. Mais ces cookies-là peuvent être volés par les malfaiteurs. Puis là, à ce moment-là, eux, ils font juste redonner ce cookie-là à Gmail en disant « Hey, voici, je suis Patrick, puis tu es capable tu peux me donner de l'accès à ces emails. » Fait qu'en se faisant une déconnexion, bien là, on vient invalider tous les cookies qu'on avait. Puis là, il faut se reconnecter à nouveau. Mais oui, de changer les mots de passe, ça fait partie des bonnes pratiques, etc. C'est une perte de productivité dans tes journées qui s'en viennent, de tout se reconnecter à faire, mais c'est essentiel là, pour ne pas continuer l'infection puis perdre justement de l'information sensible, se faire voler peut-être le compte de banque, de l'information et ainsi de suite. Écoute, merci beaucoup, Patrick. C'était le fun, c'est rare qu'on le fait le podcast tant que ça au niveau pointu sur une situation, mais tu sais, ça nous est arrivé hier, puis je trouvais ça le fun. Absolument. Vu qu'on est avec nous comme expert en cybersécurité, ça fait longtemps que tu roules ta bosse là-dedans. Je t'ai déjà vu donner des conférences sur le sujet. Excellent formateur. Comment est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils veulent en apprendre un peu plus sur tes services ou faire un premier peut-être audit de cybersécurité, voir quels devraient être mes risques à gérer? Oui, bonne question. En fait, techniquement, passer par le site web, donc OK. Kereon, Kereon, comme Nancy.com, Oui. qui est probablement le meilleur endroit pour avoir de l'information puis communiquer avec moi. Mais sinon, mon adresse email, on pourrait la mettre sur On va la sur mettre au bas l'information d'écran, du podcast, puis tout ça. Puis les gens peuvent communiquer avec moi comme ils veulent. Puis si je ne suis pas la bonne personne, je vais les rediriger à la bonne place. Ah, ben ça, c'est bon. C'est pas toujours ce que tu connais, mais qui tu connais qui compte. Fait que ça, c'est génial. Ben merci beaucoup. Je suis content de t'avoir dans mon réseau, Patrick. Ben, merci à toi aussi, puis merci à Sarah. Merci. Merci, Sarah. Bon salon. Salut. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.